Nous sommes quand même aujourd'hui dans un drôle de pays où tout est politique, tout est idéologique. Alors c'est vrai que ça a toujours plus ou moins sans doute existé, mais chaque film, une équipe de football, en fait, tous les sujets de la société sont vus aujourd'hui au prisme de l'idéologie ou de la politique. Je ne sais pas qui disait tout est politique, mais jusqu'à une équipe de football est politique, jusqu'à un joueur de football, jusqu'à un acteur, jusqu'à tous les représentants, jusqu'à une chaîne de télévision, bien sûr. Tout est politique. On va en parler tout à l'heure si vous le voulez bien, mais Gérald Darmanin était avec nous et avec Laurence Ferrari pendant une petite demi-heure. C'était extrêmement intéressant de l'écouter, notamment d'avoir des informations sur Christophe Glaise. Écoutez ce que le garde des Sceaux a dit après son voyage hier en Algérie. Obtenu Gérald Darmanin des autorités algériennes et du président Tebboune que vous avez longuement rencontré hier. D'abord, la reprise de notre coopération judiciaire. À la demande du président de la République française, je me suis rendu en effet en Algérie pour des moments très importants. D'abord, je pense évidemment à Christophe Glaise, à sa maman, à sa libération prochaine, nous l'espérons toutes et tous. Vous avez des gages rassurants en la matière? Je pense que ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on peut le faire, mais en tout cas, je peux dire que nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Glaise d'ailleurs est traité. Et puis, bien sûr, nous avons rappelé qu'il faut rendre Christophe Glaise non pas à la France, mais à sa mère. Et je pense que le président Tebboune il sera sensible. En tout cas, nous lui faisons confiance. Je lui fais confiance pour cela. Vous ne dites pas à la France, mais c'est un compatriote français. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est avant tout une mère de famille qui est particulièrement blessée, touchée, qui a pu rencontrer le ministre de la Justice algérienne, qui a pu visiter son fils à plusieurs reprises. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire davantage de déclarations, mais nous sommes tous touchés par l'humanité de cette situation. Et je peux vous dire que j'avais... avec mon homologue, avec le président Tebboune, des échanges extrêmement francs sur cette question. Vous dites qu'il faut un peu gommer le côté français pour mettre en avant la situation humanitaire de notre compatriote, le journaliste condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme? D'abord, effectivement, maintenant sa peine est définitive puisqu'il n'a pas fait pourvoi en cassation. Et voilà, c'est au président Tebboune, me semble-t-il, que de pouvoir faire ce geste pour cette famille et bien sûr pour notre bonne relation. Comment interpréter ce que dit Gérald Darmanin, Charlotte Dornelas, et ce qu'il faut espérer encore et ce qu'il faut attendre sûrement? Il faut espérer toujours, ça c'est un principe de vie, parce que sinon on s'en sort pas. Non mais Gérald Darmanin, ce matin, on sentait, tout au long de l'interview d'ailleurs, sur le cas de Christophe Glaise comme sur les autres sujets, qu'il ne faisait pas la leçon aux Français exaspérés par la relation entre les deux. Et on sentait qu'il marchait un peu sur des œufs, donc il expliquait que cette relation était nécessaire et pourquoi elle était nécessaire, ce qui n'est pas faux sur la question de coopération sécuritaire, judiciaire évidemment, et puisque économique, parce que nous achetons en priorité le gaz à l'Algérie. Oui. On achète le gaz au Qatar, à la Russie ou à l'Algérie. Il faut choisir ses amis ou ses ennemis. Il y a l'Azerbaïdjan. Bon. Donc, c'est très important. Oui, bien sûr. Parce que on achète le plus de gaz à l'Algérie. Non, mais il y a évidemment un enjeu économique, mais même au moment où Emmanuel Macron, enfin son entourage, avait fait savoir que le président hésitait à réagir sur tel ou tel sujet en raison des diasporas, puisque c'est le nouveau mot qu'utilise Emmanuel Macron en permanence, il est évident que le sujet algérien est quotidien chez nous, pour de multiples raisons. La raison économique, une raison démographique, une raison d'immigration, une raison sécuritaire, toutes les raisons. Donc Gérald Darmanin a expliqué pourquoi il était nécessaire de rétablir une coopération judiciaire. On le sent extrêmement poli avec les Algériens. Moi, ça me frappe à chaque fois la manière dont nos responsables politiques arrondissent les angles en permanence avec un pouvoir algérien qui, lui, ne le fait jamais. On sent qu'on est les plus mûrs dans cette relation. Je suis désolée. Que dit la presse ce matin, Olivier de Lagarde? Ces deux, on voit bien d'abord, oui, la presse, elle attend de voir quand même un peu les résultats. Moi, j'écoutais évidemment Darmanin ce matin, Gérald Darmanin ce matin sur notre antenne. D'abord, on ne va pas le rendre ni à sa mère ni à la France, Christophe Glaise, on va le rendre à la liberté. C'est une chose qui est importante. Oui, bon. Ensuite, ce qui se profile, ce sera peut-être une grâce présidentielle au moment de la fête algérienne, au mois d'août. Et alors là, il y a une inversion quand même de la faute qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on va remercier l'Algérie de libérer Christophe Glaise, alors que Christophe Glaise, c'est un mec qui est innocent et qui est emprisonné depuis 2 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Et il faut se mettre à genoux devant les Algériens pour ça.
Non, moi, honnêtement, ça me fait quand même un petit peu mal. Alors, je souhaite évidemment la libération de Christophe Glaise. Je suis d'accord que, c'est un peu prioritaire. Néanmoins, sur le fond, ça pose problème. Et ce qui est intéressant dans l'affaire Christophe Glaise, c'est aussi, l'espace médiatique, comment il réagit. C'est vrai que certains aimeraient que des grands footballeurs s'engagent, que la Coupe du Monde arrive. On disait que Zidane aurait pu L'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il y a une manière de faire pression le jour où des grands footballeurs jouent, pourquoi pas, avec un badge ou pour Christophe Glaise, où ils écrivent sur leur maillot « Libérer Christophe Glaise ». Bon, ce mouvement de solidarité, c'est un journaliste de foot, c'est pour ça que je parle de ça. Ce mouvement de solidarité médiatique n'existe pas ou peu, alors qu'on sait bien qu'il pourrait exister si c'était un autre pays, sans doute que l'Algérie. Alors, il faut souligner si c'était un pays où il n'y a pas de prisonniers politiques, donc ça tombe bien. Il faut souligner que l'équipe, quand même, en dernière page, tous les jours, signale que Christophe Glaise reste emprisonné. Voilà. Jacques Serret. Oui, pour réagir à vos propos, Pascal, pour le coup, un vaste mouvement de solidarité n'est pas particulièrement souhaité par l'exécutif. Il y a une volonté tout de même d'agir en termes de négociations diplomatiques pour la libération de Christophe Glaise de manière assez souterraine, dans le sens où est-ce qu'il n'y ait pas, que le pouvoir algérien ne ressente pas une pression médiatique, populaire côté français trop forte, parce qu'on estime, en tout cas au sein dans les coulisses du pouvoir, que cela serait trop gênant. Et d'ailleurs, lorsque vous écoutez Gérald Darmanin, lorsqu'il parle d'Abdelmajid Tebboune, de cet échange-là autour de Christophe Glaise, finalement, il n'est pas tant là il ne s'adresse même pas finalement aux dirigeants algériens, il parle à l'homme, il parle au père de famille, comme si, finalement, lorsqu'il rappelle, ce n'est pas une libération à la France, c'est une libération à sa mère. On est là plus dans un aspect presque humain, tout simplement, de ce Gilbert Collard. Un bourgeois de Calais va à la corde au cou à Alger. Voilà. C'est le ministre de l'Intérieur, qui, avec beaucoup de qualité du reste... Et le garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux, il y a tellement... Pour s'y retrouver aujourd'hui avec leur méli-mélo ministériel, c'est difficile. Il va en Algérie, c'est donc lui qui fait la démarche. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une inversion complète du processus. Il fallait mettre en question les accords d'Évian tout de suite. Moi, je crois... Enfin, je pense que quand on a... Quoi mettre en question les accords d'Évian ? Ou revenir sur les accords d'Évian, ça veut dire quoi ? Qui date de 62, on écoutera d'ailleurs ce qu'a dit Debout. 62, et puis ça a été par la suite modifié en 68. Donc de modifier le régime, il faut modifier le régime favorable aux Algériens. Le régime très favorable aux Algériens, avec des clauses de réciprocité qui n'ont jamais été appliquées du côté algérien. Bon. Donc vous êtes pour la méthode dure ? Oui, mais écoutez, non, moi je réponds, étant donné que l'Algérie applique à notre égard une méthode dure, je pense que répondre avec la méthode molle, c'est pas adapté, voilà. Et là, c'est Emmanuel Macron. Bon, écoutons, après Gérard Carreau va pouvoir intervenir aussi, écoutons ce deuxième passage sur l'échange hier. Alors celui-là, Gérald Darmanin le disait hier à Alger. Nous avons longuement échangé sur de très nombreux dossiers. D'abord, l'affaire ou les affaires des biens Malaki, puis une centaine de demandes est faite par les autorités algériennes pour récupérer les biens nés malheureusement de la corruption, pour que le peuple algérien, le gouvernement algérien, les autorités algériennes récupèrent ces saisies et demain ces confiscations avec la coopération de la justice française. Nous avons longuement évoqué ce dossier et après notre rendez-vous le matin avec Monsieur le ministre de la Justice, le procureur national financier, en toute indépendance, a travaillé avec ses homologues. Nous avons d'ailleurs invité, au début du mois de juin, les responsables des autorités judiciaires algériennes à venir à Paris pour approfondir ces dossiers, pour que nous puissions porter devant la justice française ces dossiers de saisie et de confiscation qui touchent, vous le savez, d'anciens responsables du régime algérien. Les affaires Malaki. Les biens Malaki. Les biens Malaki, plus Les biens Malaki, c'est manifestement
les anciens ministres algériens de l'ère Bouteflika, c'est pas si vieux, hein, c'est quelques années. Et beaucoup de ceux qui aujourd'hui gouvernent l'Algérie ont, comme on dit, ont croqué de la même pitance, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils ont été dans les mêmes gouvernements. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est Tebboune qui est le patron, et Tebboune veut se débarrasser d'un certain nombre. Alors, parmi ceux qui ont été des ministres de l'époque, certains sont réfugiés en France. Ils ne sont pas arrivés les mains vides en général. Ils sont arrivés avec des valises, ou avec des patrimoines immobiliers importants. Et la France connaît évidemment tout ce contenu des valises et ce contenu du patrimoine immobilier. Donc il y aura probablement un petit deal avec Tebboune pour que certains d'entre eux éventuellement soient rattrapés. Mais ce que je voulais dire juste en une phrase, c'est que pour l'Algérie aujourd'hui, le président de la République veut laisser une legacy, comme il dirait. Une legacy, c'est-à-dire il veut montrer qu'il a fait quand même un effort pour que la France et l'Algérie se rapprochent. Et du coup, il avait le choix entre Retailleau, c'est la méthode dure, et puis éventuellement les collabos, comme dirait Thierry de Montbrial, c'est-à-dire la méthode très douce, c'est-à-dire la méthode où on laisse l'Algérie décider de tout. Et entre les deux, il a eu l'intelligence politique de choisir Darmanin. Car Darmanin, c'est pas par hasard, c'est le plus fin des tacticiens pour ce rôle extrêmement difficile. Vous avez vu avec quelle maestria il a transformé le contentieux de Christophe Glaise, notre confrère, qui est un contentieux entre la France et l'Algérie. Appelons un chat un chat, entre la France et l'Algérie. Il en a fait un contentieux d'un pauvre garçon qui a été enlevé à sa maman. Et il faut le rendre à la maman. Vous vous rendez compte l'habileté de Darmanin dans cette affaire? On ne parle pas de contentieux et on parle de rendre un enfant à sa mère. Je voulais vous faire écouter sur l'Algérie ce que disait le général de Gaulle. C'était en 1962, au moment des accords d'Évian. Et c'est toujours intéressant de se plonger parfois dans les archives. Le général de Gaulle. Et le soir même, à l'Élysée, le général de Gaulle pouvait annoncer aux foules françaises la conclusion du cessez-le-feu en Algérie, les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Ce qui va être entrepris pour tirer d'une lutte déplorable les chances d'un avenir fécond est dû au peuple français, car c'est lui qui, par son bon sens, sa solidité, sa confiance, constamment témoignée à qui il porte la charge de conduire l'État et la nation, a permis que mûrisse, puis aboutisse la solution. Bon, c'est toujours intéressant, effectivement, d'écouter ce qui s'est passé. Je ne veux pas dire qu'on en est au même point, mais il y a une cohabitation qui n'est pas simple. Gérald Darmanin a également parlé de la vie politique française et de la prochaine candidate, de la prochaine campagne présidentielle. Et ça, c'est très intéressant, où il place le curseur, lui qui incarne un courant de droite sociale, qui n'est pas la droite libérale ou conservatrice qu'incarne Bruno Retailleau, qui n'est pas non plus une droite d'Édouard Philippe, en tout cas il n'est pas exactement sur la même ligne, donc il est dans le prolongement de ce que pouvait être Philippe Séguin ou Jacques Chirac quand il avait fait sa campagne sur la fracture sociale. Il a parlé de droite catholique sociale. Hein. Oui, écoutez. Il y a Gabriel Attal qui s'apprête à déclarer sa candidature, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, dont on dit que vous êtes proche. Il vous aurait même proposé de diriger sa campagne. Est-ce que c'est le cas et est-ce que vous allez accepter ? Non, je ne dirigerai pas une campagne présidentielle. Je porte une ligne politique, qui est celle de la droite sociale, du gaullisme social. Je me suis engagé pour Philippe Séguin. Bon, peut-être que c'est un peu daté, mais en tout cas, moi, je crois qu'on peut être de droite en respectant l'ordre, mais sans être omnibilé par l'argent et qu'on s'intéresse à l'homme.
à la condition de l'homme, comme disait le général de Gaulle. Voilà, donc moi je porte cet espace, je suis du Nord-Pas-de-Calais, je suis pétri de ce catholicisme social-là, et donc j'essaie d'avoir cet espace politique, à la fois de l'ordre et de la protection, et en même temps de l'écoute sociale et de l'humanité envers nos concitoyens. C'est ce qui m'intéresse, c'est pas de diriger une campagne électorale ou de faire partie de je ne sais quel autre gouvernement, c'est de porter cette ligne politique. J'espère que les candidats à l'élection présidentielle entendront que c'est sur cette ligne politique que l'on gagne. La fracture sociale de Jacques Chirac, le gaullisme. Je pense d'ailleurs qu'une partie, me semble-t-il, de ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017 était aussi, non pas ce en même temps, mais comprendre qu'on ne pouvait pas être bêtement de droite ou bêtement de gauche. J'espère que les candidats à l'élection présidentielle comprendront que cet espace politique est le plus important pour la France. Et c'est celui que je porterai. Bien sûr, et si vous porterez, parce que si personne ne porte ces idées, est-ce que ce ne sera pas à vous que cela incombera ? C'est la responsabilité d'un homme politique que de porter ses idées jusqu'au bout, en effet, mais je ne désespère pas de comprendre que ce qui compte en France, c'est l'écoute sociale et la protection de nos concitoyens. Et ce n'est ni l'argent roi, ni la naïveté sur le plan de la sécurité. Bon, Charlotte Dornelas, si j'étais très provocateur, et je le suis souvent, et si Gérald Darmanin m'écoutait, je pense qu'il ne serait pas très content de ce que je veux dire, mais c'est au fond ce que dit Marine Le Pen. C'est-à-dire de penser aux plus démunis, d'avoir une forme de revendiquer l'ordre et d'avoir une politique sociale et de ne pas être sur l'argent. D'ailleurs, sur des choses symboliques comme le 1er mai, Marine Le Pen, elle n'a rien dit. Oui. Le 1er mai, c'est intéressant parce que c'était un débat, entre guillemets, libéral. C'est-à-dire que la droite libérale disait « faut qu'on bosse, faut qu'on travaille ». Et bon, il avait pris position sur le 1er mai, Gérald Darmanin. Il dit attention, on ne va pas travailler tous et tout le temps. Il a d'ailleurs dit, Dieu a demandé que le 7e jour, il l'a dit tout à l'heure, il faut se reposer. Donc il n'est pas sur le travail à tout crin. Vous voyez ? Ah oui, non, mais il y a une différence. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça en l'écoutant. Oui. Mais il y a des préoccupations qui sont similaires, en effet, de répondre. Sur ce qu'il dit, oui. Et il est vrai qu'à droite, il y a eu pendant des années une absence de discours vis-à-vis des gens qui bossent et qui galèrent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à droite le réflexe, sur la droite de l'échiquier politique, le réflexe de parler des feignants, des assistés, beaucoup moins des gens qui travaillent comme des malades et qui s'en sortent pas et qui s'en sortent de moins en moins. C'était tout le mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la réaction de la droite devant le mouvement des Gilets jaunes. De la droite, je parle partisane, des droites différentes. Au début, c'était qu'est-ce que c'est que ce truc et qui sont ces gens Ça doit plutôt être pour la gauche. Et ils ont mis 2 ans et demi à réagir et à comprendre que en fait, c'était quand même un mouvement ultra populaire de gens qui disaient c'est la taxe de trop. Il aurait quand même peut-être fallu qu'ils voient ça un peu plus rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a des réflexes qui sont refusés clairement par Marine Le Pen et qui là sont refusés par Gérald Darmanin. Donc il y a un courant qui s'installe. Marine Le Pen ne revendique pas d'être de droite. Gérald Darmanin le fait. Peut-être que cette question va s'imposer et s'inviter en effet parmi les courants. Moi je trouve très intéressant Gérald Darmanin parce que ça a le mérite d'être clair ce qu'il dit. Alors, c'est l'enfant de qui ? Est-ce que c'est l'enfant de Philippe Seguin ? Est-ce que c'est le gaulliste ? Est-ce que c'est le plus proche ? Alors, ça a le mérite d'être clair, oui et non, parce que c'est moins d'ailleurs de son fait que de l'état du débat politique sur la question économique, en tout cas sur la vision sociale, on va dire, en France, c'est que les mots libéralisme, parce que tout à l'heure vous avez dit par exemple la droite libérale est conservatrice. Bon, dans l'histoire des idées, libéral et conservateur, en général, c'est pas exactement du même, ça vient pas. Non, mais je pensais à M. Retailleau. Je sais bien, mais voyez, libéral. Qui est un libéral conservateur. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu 2 personnes qui se revendiquent libérales me donner la même définition. De la même manière que la défense du social, c'est un mot, en tout cas une assertion qu'on va retrouver dans la bouche d'un Gérald Darmanin, de Marine Le Pen, de Marine Tondelier, de Jean-Luc Mélenchon, avec pas du tout le même programme à mettre en place. Donc c'est clair, en effet, on comprend ce qui veut dire, quelles sont ses préoccupations. Ça ne nous donne pas directement le programme. Non, mais il y a un lien entre le fait de rendre un enfant à sa mère et le fait de parler de l'homme dans le travail. Oui, vous voyez, il y a quelque chose d'aller à chaque fois vers l'humain. Mais la théorie ou les idées, c'est ça que je retiens. Olivier de Lagarde. C'est clair ce que dit Gérald Darmanin, c'est pas forcément exact. En tout cas, Gérald Darmanin, si on ne sait pas de qui il est le fils, il est le fils de la France. Parce qu'en France, on a un problème avec le libéralisme. Et moi, la définition qu'il donne du libéralisme, en disant le libéralisme, c'est l'argent roi, c'est pas ça le libéralisme. Le libéralisme n'empêche pas la solidarité, n'empêche pas la générosité. Voilà. Le libéralisme, c'est libérer les forces vives du pays, moins de normes, moins d'État, pour permettre de créer plus de richesses. Et ensuite, cette richesse,
si l'État le veut, il peut la redistribuer. Gérard Carreau. Oui, pour moi, c'est le fils. Vous cherchez son père. La filiation de Darmanin. Le darmanisme, c'est une forme de sarkozysme. Ah bah oui, ça. Le plus proche de cette espèce de chemin très difficile qu'essaye aujourd'hui de trouver Darmanin, puisqu'il y a Philippe d'un côté et il y a Attal de l'autre. Il essaye de trouver un chemin éventuellement d'un deuxième tour. Et il l'a trouvé à travers quoi ? Le même que Sarkozy, c'est-à-dire une forme de gaullisme sarkozyste. Si vous voulez, il a d'ailleurs été, n'oublions jamais... Non mais populaire, c'est surtout ça, Oui, d'aller, ce qu'a fait le Rassemblement national, d'aller chercher l'électorat populaire. Oui, mais et ce qu'avait fait Sarkozy. La droite, exactement. Et c'est pour ça qu'il avait gagné et que le RN était, à l'époque qui était le FN, était très bas. C'est-à-dire que le problème de la droite, je ne veux pas dire que c'est le peuple, oui, mais le problème de la droite, c'est les classes populaires. Donc comment tu parles aux classes populaires ? Chirac l'avait fait en 95, mais le problème c'est qu'il a pas, il a nommé, il a nommé Juppé. Il n'a pas nommé Seguin. S'il avait nommé Seguin, il aurait été raccord avec sa campagne. Enfin, c'est l'éternel recommencement. Vous êtes bien calme aujourd'hui, monsieur Collard. J'ai décidé de faire mentir vos préjugés à mon sujet. Vous ne parlez que lorsqu'on vous donne la parole. Je me suis imposé. Non, mais c'est intéressant la politique de ce point de vue-là, vraiment, parce que là on est sur le fond. Non, mais moi, il y a quelque... La France, elle est gouvernable où ? Et elle veut être gouvernée comment ? Voilà une question essentielle. Non, mais, puisque vous avez la gentillesse de me donner la parole, je vais avoir la gentillesse de l'utiliser calmement et d'une manière modérée. Moi, ce qui m'a frappé dans l'intervention de M. Darmanin, que je connais bien, il m'a salué « Bonjour Gilbert » en sortant. Ça m'a fait bien. Je connais du temps où il était député, bien sûr. Hein. C'est cette référence au catholicisme social. C'est quand même Rerum Novarum. C'est l'encyclique papale, qui est très, très riche, très intéressante, qui a présidé à beaucoup de réformes faites par le général de Gaulle. Beaucoup. Et je trouve assez extraordinaire qu'il ait le courage d'évoquer quand même cette référence au catholicisme social. Bon, alors, c'est pas ça qu'il fera parler au peuple, on est bien d'accord. Mais qui parle au peuple aujourd'hui ? Non, il va parler à un certain peuple, bien sûr. Mais qui... Il a les codes pour parler au peuple. Il n'en a pas les codes. Voilà. On parle, par exemple, j'ai rien contre Bruno. Il est très habile, hein, il est très habile. J'ai rien contre Bruno Le Maire, mais paraît-il que Bruno Le Maire veut se présenter à la présidentielle. Bon. De quel côté ? Je suis pas sûr qu'il ait la connexion avec le plus grand nombre, en tout cas un électorat populaire. Je n'en suis pas certain. Je ne crois pas non plus. Non. Bon, je pense que Gérald Darmanin, de par son profil, de par son expérience, de par l'homme qu'il est, de par le territoire d'où il vient, les Hauts-de-France, il a cette connexion. Oui, alors attention, il est ministre d'Emmanuel Macron depuis 10 ans. Ouais. Ça va être... Ça peut peser, ça. C'est là, Pascal. Dernier mot avant la pause. Pascal, vous expliquez que Gérald Darmanin est clair, il n'est pas clair sur toute la ligne, parce que l'information, l'une des informations de cet entretien de ce matin, finalement, elle est dans le non-dit. Et le non-dit de ce matin, c'est qu'il n'écarte pas la possibilité de se présenter, alors qu'il y a une flopée de candidats pour 2027. Gérald Darmanin, ce matin, il ne dit pas non. Pourquoi le dirait-il ? Il représente parce qu'il a une volonté de peser et parce qu'il n'écarte pas cette possibilité. Gérald Darmanin a des ambitions politiques.